Oui, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. J'attends encore une minute ou deux pour démarrer. Je pense que voilà, dans une minute, on va pouvoir démarrer à l'heure exacte de 12 heures. Merci de patienter encore. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Et nous allons démarrer ce webinaire qui durera environ une demi-heure hors question. Bien. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci d'utiliser éventuellement le chat si vous avez des soucis pour entendre le son ou la vidéo. Dans ce cas-là, je couperai peut-être la vidéo si le son est mauvais pour certains d'entre vous. Donc, bonjour à tous. Je me présente, Pierre Choty. Je suis consultant et formateur pour la société R2B et je m'occupe principalement de tout ce qui concerne les processus de vente et la vente complexe pour les éditeurs de logiciels. Donc aujourd'hui, normalement, Didier devait animer ce séminaire, mais il a été retenu, donc je vais le faire à sa place. Et bien sûr, nous allons parcourir quelques slides pendant cette demi-heure et je répondrai à vos questions. Donc n'hésitez pas à utiliser ensuite les questions à votre disposition pour pouvoir les poser pendant le séminaire et je verrai à vous répondre dès la fin du webinaire. Donc bonjour à tous, merci beaucoup. Donc nous allons donc démarrer ce webinaire sur le thème de on-premise et SaaS. Quelles sont les différences dans la démarche commerciale? Et vous verrez qu'effectivement, on a aujourd'hui des comportements, des différences qui sont notables, aussi bien du côté du marché que celui de l'autre. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien par le chat. Je vois que personne ne répond pour l'instant, donc je suppose que tout se passe bien pour tout le monde. Voilà. Bien, alors, premièrement, concernant ce webinaire, donc, nous allons démarrer par une introduction qui est effectivement, voilà, le constat que de nombreux éditeurs de logiciels proposent aujourd'hui une offre on-premise, mais aussi une offre SaaS. Ils y sont venus par la suite pour la plupart d'entre eux, mais certains d'entre eux ont démarré directement avec une offre SaaS. En réalité, peu d'entre eux différencient aujourd'hui la démarche de commercialisation, alors que ces deux offres sont fondamentales. C'est important que l'on fasse une différence et on va essayer d'expliquer pour quelles raisons cette différence doit être comprise. Voilà, donc, ce que je vous propose avant d'entamer ces quelques slides, c'est qu'effectivement, déjà de comprendre que une des grandes parties différentes de cette démarche est d'un côté une démarche d'investissement et de l'autre une démarche d'abonnement à un service. Donc, l'agenda je vais vous proposer ces thématiques-là. D'abord, différence entre on-premise et SaaS, raisons pour lesquelles un éditeur originellement on-premise développe une offre SaaS et quelles sont surtout les différences, on insistera là-dessus, dans la démarche de commercialisation à différents niveaux et vous verrez qu'elle n'est pas anodine. Alors, pour commencer, est-ce que vous me voyez? D'abord, il faut regarder les marchés. De toute évidence, il y a une forte croissance du mode SaaS depuis quelques années. Il y a, si vous regardez les chiffres, pratiquement tout chiffre d'affaires confondu parmi les éditeurs, un panel qui représente en 2017, dernière source Syntec, pratiquement 31% du chiffre d'affaires des éditeurs est fait en mode SaaS. Il faut juste se rappeler qu'en 2011, le chiffre d'affaires SaaS ne représentait que 10% de leur chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, 2017, 31%, c'est quand même non négligeable et c'est effectivement lié à une croissance importante.
En fait, il existe deux catégories parmi les éditeurs SaaS. Ceux qui sont natifs SaaS, hein, ceux qui sont créés directement avec une application SaaS, et ceux qui ont opéré une bascule d'un modèle licence vers un modèle SaaS. Alors, le modèle SaaS implique bien sûr de grandes divergences en matière technique, en matière commerciale ou bien en matière administrative avec le modèle basé sur la licence. Donc, cette bascule du mode licence vers le mode SaaS peut s'avérer particulièrement complexe pour certains éditeurs. Donc, c'est ce que nous allons découvrir dans les slides suivants. Néanmoins, 43% quand même, comme vous le voyez sur la partie droite de l'écran, 43% privilégient aujourd'hui en termes de premier choix l'orientation vers le mode SaaS ou le mode cloud comme une première priorité technologique. Donc, c'est important de noter qu'effectivement, pour les éditeurs qui ont moins de 8 ans, aujourd'hui, la part de la priorité passe à 50%. Donc, eux, c'est plus de 50% de leur priorité qui est évidemment orientée vers le SaaS et même plus de 50% qui réalisent leur chiffre d'affaires principalement sur le SaaS. Il est plus aisé également, lorsqu'on donne cette priorité vers le mode usage, le mode abonnement, de traiter des sujets comme la mobilité, la sécurité ou l'intelligence artificielle, car on peut disposer d'éléments extérieurs de comparaison avec le marché. On a également une adaptation plus facile vers des solutions, par exemple de big data, à partir du moment où on est en mode SaaS, pour des raisons d'adaptation, de comparaison et éventuellement de priorisation des fonctionnalités dans son application. Donc, on va dire qu'on a un peu plus d'agilité lorsqu'on utilise un mode abonnement pour adresser des problématiques comme celles qui sont développées au-dessous. On reviendra sur ces aspects un petit peu plus tard. Alors, l'offre on-premise, c'est une offre donc en mode licence. On va voir quelles sont ses particularités et quelles sont parfois les rigidités qu'on peut voir sur ce modèle-là. Alors, d'abord, c'est un droit d'usage sur un logiciel en temps illimité. Donc, le client acquiert la propriété de l'usage de ce logiciel pendant une durée illimitée. Et par conséquent, la seule source de revenus que vous ayez ensuite, c'est bien entendu la maintenance, les upgrades, les prestations de services que vous pouvez délivrer. Ce mode on-premise, il est forcément assorti d'une maintenance. D'une maintenance premier et deuxième niveau, une maintenance mineure ou majeure qui va inclure ou ne pas inclure les mises à jour qui vont intervenir sur le développement des logiciels. Par ailleurs, il nécessite dès le départ un investissement plus important. Notamment, on va être plutôt en mode amortissement de logiciels et de services. En général, l'amortissement se fait sur un an, les services peuvent se faire sur plusieurs années. Mais vous voyez que le niveau d'arrivée et de souscription vraiment dépend fortement de la capacité de l'entreprise à avoir un budget et un niveau d'investissement financier. Ensuite, un logiciel on-premise s'intègre dans le SI du client. Donc, ce n'est pas non plus anodin, puisque s'intégrer dans le SI du client, c'est forcément prendre en compte les applications existantes, les problématiques d'infrastructures existantes, et bien sûr, ça nécessite pour vous une intégration plus longue, plus complexe, parfois avec un paramétrage spécifique. Dans cette acquisition d'offres, le DSI prend pratiquement systématiquement une part à la décision, puisqu'on va impacter l'infrastructure et son architecture globale. Donc, il y a des chances que le DSI, y compris avec les utilisateurs ou les différents décideurs ou décisionnaires, fera partie de la décision et sera relativement vigilant sur l'intégration de votre solution dans son infrastructure. Bien entendu, lorsqu'on est sur une offre on-premise, les services d'intégration et de formation sont plus longs. Le périmètre couvert est souvent beaucoup plus large. L'organisation de la formation et de l'intégration est plus longue. Et par conséquent, on a un cycle de vente qui va être un petit peu rallongé.
Dernière chose, il y a bien sûr beaucoup d'autres éléments qui sont propres à l'offre on-premise, notamment lorsque vous avez des upgrades de version, cela nécessite parfois une intervention de votre part beaucoup plus longue et plus délicate puisque vous intervenez non pas sur votre infrastructure et sur votre hébergement, mais sur l'hébergement du client pour la plupart du temps. Et donc avec des restrictions d'accès, avec des aspects de sécurité qui peuvent être parfois un petit peu délicats. Voilà donc d'une manière générale ce qu'on peut dire de l'offre on-premise dans les principales caractéristiques des actions qui sont menées. Maintenant, si on regarde l'offre SaaS, on va voir qu'il y a parallèlement un certain nombre d'arguments qui sont non négligeables et qui vont être à prendre en compte pour bien manager son offre SaaS ou sa nouvelle offre SaaS. D'abord, on ne parle plus de licence, on parle d'acquisition, on parle d'un abonnement qui est d'abord un service centré sur l'usage. Si c'est le plus important, c'est bien ça. C'est un service centré sur l'usage que l'utilisateur va faire de votre application. Et cet usage, il est basé à deux niveaux, à la fois sur l'aspect fonctionnel et à la fois sur l'aspect prix. Alors, il comporte forcément moins de paramétrage que sur du on-premise. L'intégration va en être forcément plus courte, mais tout va dépendre effectivement de ce que vous allez proposer comme différents niveaux d'accès fonctionnels et bien entendu, quel va être votre modèle économique. Tout ça va permettre à l'utilisateur de se positionner dans son environnement en fonction de la proposition de service que vous lui faites. Ensuite, dans l'offre SaaS, le client doit percevoir la valeur d'usage dans le temps. C'est important parce que c'est un engagement très souvent qui impacte l'organisation de l'entreprise et bien entendu ses différents services. Donc, au-delà du service d'hébergement propre que vous proposez, qui est déjà un service supplémentaire, mais également sur l'évolution de vos versions et le support que vous proposez, la valeur d'usage doit être également fonction des données externes au client. La valeur d'usage qui est perçue dans le temps se fait également par les données externes au client, qui sont des données du marché, on va y revenir, des données externes qui vont lui permettre de se positionner par rapport à votre application. Mais également, vous allez pouvoir, au travers de ces valeurs d'usage, proposer des services métiers qui vont évoluer dans le temps grâce à, je dirais, une mise à jour constante des services et de l'application que le client a souscrit. Alors, on reviendra sur ce que sont les données externes et les services métiers un petit peu plus tard. Je vous propose de le développer un petit peu plus loin, mais ce n'est pas sans conséquence. Alors, troisième élément d'une offre SaaS, elle doit d'abord convaincre les utilisateurs, pas seulement les décideurs, mais d'abord les utilisateurs, et ce sont souvent eux qui sont à l'origine de la demande. Si je prends le cas d'un CRM, bien entendu, c'est souvent les utilisateurs commerciaux, VP Sales, direction commerciale, qui sont aujourd'hui les principaux intéressés par la chose et qui vont se mobiliser pour acquérir cette solution. Bien entendu, à un certain niveau, les décideurs interviendront, mais d'abord, ce sont les utilisateurs. Quatrième élément, l'interface utilisateur, lui, est plus importante que la couverture fonctionnelle elle-même. Comme on s'adresse aux utilisateurs, l'aspect ergonomique, l'aspect appropriation va être quelque chose de vraiment important pour les utilisateurs. Est-ce qu'ils vont bien se projeter dans l'application? Est-ce qu'ils vont bien pouvoir comprendre ce qu'on leur propose et se faire une idée assez rapide des aspects techniques que ça peut leur apporter, des aspects pratiques que ça peut leur apporter. Donc, cette appropriation est importante, d'où l'intérêt dans une offre SaaS, comme dans une offre on-premise, d'avoir une ergonomie très orientée utilisateur. Ensuite, l'intégration d'une solution SaaS dans l'environnement du client est en général plus rapide. Ce qu'on appelle le onboarding est plus rapide pour, bien entendu, démarrer l'application. Et ça, ce n'est pas négligeable dans le terme de cycle de vente, c'est-à-dire qu'on est face à des problématiques notamment d'infrastructure client ou d'hébergement qui n'existent plus, puisque c'est vous qui managez l'intégration de l'application au travers de votre hébergement. Donc, vous maîtrisez, vous pilotez en fait la mise en place de l'application, ce qui n'est pas fait chez le client, mais à partir de vos propres services.
On verra les répercussions qui sont liées à cette facilité d'intégration. Ensuite, on va dire que c'est plutôt un côté un peu plus négatif ou sur lequel il faut être plus vigilant. C'est l'importance d'une relation client qui est liée à l'engagement. Alors, là, ce qu'on appelle le churn, le churn, c'est quoi? C'est le taux de perte de la fidélité client. Donc, il faut pouvoir mesurer ce churn, c'est-à-dire quels sont les clients qui sont acquis dans une certaine période ou ceux qui sortent de l'application ou qui ne renouvellent pas tout simplement leur application. Et donc, si l'abonnement n'est pas renouvelé, il vous faut absolument avoir une relation privilégiée avec ce client et avoir des moyens marketing ou commerciaux, d'avoir une approche client plus resserrée, plus centrée sur l'utilisation que le client fait de votre application. Donc ça, c'est un côté qui est un petit peu plus délicat à mener qu'une application de promise, mais c'est au contraire le moyen d'un management efficace de l'activité commerciale et de l'activité du pilotage technique et également de l'application. Donc, on reviendra sur cet aspect, sachant que, comme le client est moins engagé, ou du moins il peut être engagé de manière plus restreinte au départ, il est plus volatile. Donc, la relation client doit être vraiment plus permanente au travers notamment du marketing opérationnel que vous pouvez opérer auprès de lui. Hein, voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, commencez à les poser. J'y reviendrai au fur et à mesure. N'hésitez pas, vous êtes assez nombreux, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de questions. J'espère ne pas aller trop vite. Je développe une offre SaaS. Alors, c'est peut-être votre cas. Peut-être que vous avez démarré directement avec le SaaS et peut-être qu'aujourd'hui, il faut comme la majorité, vous maintenez l'accès pour vos clients dans les deux modes. C'est OK, la majorité des cas. Hein, pour tout alors, pour une offre SaaS, c'est d'abord d'accéder à de nouveaux marchés. Donc, accéder à de nouveaux marchés, c'est quoi? C'est simplement déterminer une cible client différente, une cible que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous souhaitez acquérir, ou dans le périmètre de vos propres clients ou prospects, ou dans un périmètre complètement différent. C'est-à-dire, par exemple, pour un éditeur de RP, accéder à des clients de plus petite taille au travers, tout simplement, d'une offre SaaS plus restreinte, avec des fonctionnalités plus dégradées ou plus resserrées. Mais c'est également accéder à des nouveaux marchés au travers, par exemple, d'un développement à l'international. Il est plus facile aujourd'hui d'avoir une offre SaaS et de s'adapter au marché que vous souhaitez conquérir avec une application qui est plus packagée et en tous les cas mieux comprise d'un pays étranger. Et bien entendu des usages qui sont faits dans le pays en question. Donc, ce mode SaaS où vous managez, vous, l'hébergement et vous proposez des services, vous permet d'accéder à ces marchés et de vous implanter dans différents pays au travers peut-être d'applications différentes d'un pays à l'autre. En tous les cas, d'une organisation d'applications différente. Ensuite, deuxième raison pour laquelle les éditeurs développent une offre SaaS, c'est de faciliter l'accès à son propre marché. Hein. Le mode d'accès est différent par le prix, par les fonctionnalités qui sont retenues et par un mode de pénétration de cible client qui est donc différent. Et donc, vous permettre de travailler sur votre cible de manière plus complète et d'aller chercher une position plus dominante sur votre cible peut se faire au travers d'offres SaaS qui vont correspondre à la taille et aux besoins des entreprises que vous adressez. Donc, ça peut également vous permettre, dans un deuxième temps, de passer sur une version on-premise pour des clients qui auraient testé ou qui auraient utilisé votre application pendant un certain temps en mode SaaS. Troisième raison, c'est diminuer son cycle de vente. Vous l'avez compris, c'est un accès moins engageant, c'est un périmètre parfois plus restreint lorsque le client démarre avec une partie des fonctionnalités. Donc, pour lui, c'est plus simple et plus rapide en termes d'accès, tout simplement. Par exemple, une version freemium peut lui permettre de démarrer gratuitement. Une version premium peut lui démarrer sur des fonctionnalités essentielles pour lui et donc de se faire une idée pour ensuite passer sur des versions plus complètes. Donc, bien entendu, plutôt que de s'engager rapidement sur une
solution complète et très engageante. On va voir pourquoi. Pardon. Le client aura plus de possibilités de se décider rapidement et donc on va diminuer le cycle de vente et donc on va permettre à l'entreprise d'accéder à plus de clients dans le même temps. Parfois sur des périmètres plus restreints, bien évidemment. Quatrième chose, s'adapter à l'évolution du marché. Alors ça, c'est un point qui n'est pas négligeable, c'est que cette souplesse pour l'entreprise de pouvoir souscrire à un service en fonction de sa croissance et de ses besoins, c'est quand même un élément fondateur de l'équipement aujourd'hui. Une entreprise, vous le savez, c'est lorsqu'elle décide d'acheter une application, c'est toujours impactant, il y a toujours un facteur de risque et de risque perçu par le client. Eh bien, si elle peut commencer dans une certaine version et puis ensuite évoluer en fonction de ses besoins et de la taille de son entreprise, elle pourra augmenter au travers de l'augmentation de ce périmètre de l'application l'utilisation qu'elle fait de l'application. C'est une manière très efficace de maîtriser son budget dans le temps. C'est-à-dire qu'elle ne va pas gaspiller son budget, elle va dimensionner son budget en fonction du nombre d'utilisateurs qu'elle aura souscrit ou qu'elle aura augmenté, ou du nombre de fonctionnalités qu'elle aura souscrites, ou du nombre de services qu'elle aura également souscrites en ligne avec vous. Donc, elle est par ailleurs donc moins engagée au départ avec le mois d'abonnement, mais elle peut redimensionner aussi cet abonnement à la baisse. Si elle avait une année difficile, elle peut revoir une version SaaS à la baisse, qui est rarement le cas, mais elle sait qu'elle a cette souplesse pour le faire. Donc, cette adaptation à son marché, à l'évolution de son marché, c'est aussi un moyen de mettre les investissements au regard de l'utilisation qu'on fait de l'application. C'est la même chose pour l'utilisation de l'application que pour les services. Si vous avez un service de support, eh bien, ce ne sera peut-être pas le même niveau de support pour 10 utilisateurs ou pour 1000 utilisateurs. Enfin, pourquoi un éditeur historiquement développe une offre SaaS, c'est qu'elle permet de proposer des services métiers, on va y revenir. Ces services métiers qui sont complémentaires, ce sont des données externes, par exemple, à l'application. Ça peut être donner des benchmarks à vos clients pour qu'ils puissent se positionner. Ça peut être avoir des formulaires pré-remplis à partir des données qui sont issues de votre application, une base d'informations réglementaires, par exemple, qui est mise à jour régulièrement sur des aspects juridiques ou des aspects légaux du métier de votre client. Ça peut être des statistiques marché, au travers de l'open data ou au travers de statistiques qui concernent le client et donc lui permettre de bien se positionner en termes d'informations sur son marché. Ça peut être des indicateurs clés qui vont vraiment l'intéresser, que vous mettez à sa disposition, mais aussi une sorte d'observatoire, finalement, qui va lui permettre d'avoir de l'information complémentaire à l'usage de son application. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement plébiscité par les clients. On a quelques éditeurs parmi nos clients qui sont vraiment très orientés vers cet aspect réglementaire et cet aspect information auprès de leurs clients, et c'est extrêmement bien ressenti. Tout ce qui est proposition de services externes au travers de l'application peut être un moyen de vraiment consolider votre base client. Donc ne négligez pas cette partie-là. Alors cette opportunité d'intégrer des données, elle est surtout faite pour le mode SaaS. C'est plus compliqué à faire avec une version on-premise. Alors, dernière chose, elle permet aussi, la version SaaS, d'intégrer facilement des fonctionnalités venant d'autres applications au travers de web services, d'API qui sont développés. Et donc, vous allez apporter de la valeur complémentaire grâce à cette ouverture, à cette intégration disponible vers d'autres applications clients, d'autres applications du métier client. Et donc, cette ouverture est plus facilitée par la mise à disposition d'API qui vont faciliter l'intégration et l'utilisation de l'application. Voilà pour les raisons qui concernent, je dirais, l'ouverture vers une offre SaaS. Je vais terminer par... Donc, ces motivations qui ont évité la vente avant tout, mais cela impose, comme vous le voyez, une démarche de commercialisation différenciée adaptée. On ne peut pas commercialiser une offre SaaS comme on commercialise une offre on-premise. Et on va voir pourquoi. Est-ce que vous avez des questions à ce stade déjà? N'hésitez pas à les noter sur
le questionnaire qui vous est joint. C'est un peu saccadé, on me dit. Donc, vous me direz si ça va mieux. Alors, je regarde pour l'instant, ça très bien. Effectivement, dans la distribution indirecte, à partir du moment où vous vous adressez non pas à vos clients directement, mais à des distributeurs, le on-premise est quand même plus adapté pour s'appuyer sur un réseau de distributeurs, d'intégrateurs ou de VAR. Deuxièmement, ça répond très souvent à un besoin de proximité entre vous et le distributeur. Et bien entendu, le on-premise s'y prête assez bien. Ensuite, vous-même n'avez pas la capacité toujours de délivrer le service. Le service n'est pas toujours facilité et forcément, si vos clients sont loin, c'est parfois difficile de le service. Donc, vous appuyez sur votre réseau distributeur pourra s'avérer tout à fait pertinent. Concernant le mode SaaS, eh bien, lui, il est beaucoup plus adapté aux partenariats technologiques, bien entendu. Il va permettre notamment à vos partenaires de proposer des services d'intégration à proposer à vos partenaires, mais vous allez en souscrire beaucoup plus puisque vous allez travailler sur toute la partie intégration des services, notamment sur la partie installation de l'application, paramétrage de l'application. Et puis, vous allez pouvoir avoir des capacités d'interconnexion au travers des API de manière plus facile au travers d'un mode SaaS. Donc, ceci étant indispensable pour permettre l'intégration dans l'environnement du client. On ne peut pas imaginer avoir des partenariats technologiques sans avoir des capacités d'interconnexion avec des applications tierces, notamment de vos partenaires. Donc, il faudra penser à avoir les API correspondantes aux partenaires auxquels vous vous adaptez. Mais c'est vraiment un mode de commercialisation qui est très apprécié aujourd'hui. Donc, ce partenariat, il est vraiment possible avec le mode SaaS. Ensuite, sur la partie communication marketing, donc on va voir quand même des différences extrêmement différentes entre une offre on-premise et une offre SaaS. D'abord, dans l'offre on-premise, elle n'est pas perçue comme essentielle, la communication marketing. Pourquoi? Parce que celle-ci, pour un éditeur, elle est perçue surtout sur la notoriété. En fait, la communication marketing de l'offre est surtout faite au travers de la notoriété. Et la notoriété, malheureusement, ça ne se mesure pas, ou très difficilement en tous les cas, à moins de faire des sondages. Donc, il sera difficile d'en démontrer un ROI. Donc, cette communication marketing, elle n'est pas très aisée, à part sur la partie de notoriété. Il est donc difficile d'en démontrer un ROI, comme je viens de le dire, ce qui ne sera pas les fonctionnalités de l'application sur un travail de communication fonctionnelle métier et sur la notoriété, les cas d'usage notamment, que l'entreprise peut diffuser. Sur le mode SaaS, on va avoir une communication marketing qui va être vraiment là, par contre, pour le coup, centrée sur la détection de leads, voire sur la prise de commande. L'objectif de ce mode de commercialisation, c'est véritablement de détecter les leads en termes de quantité, de qualité. Donc, tout ça va se faire au travers notamment de l'inbound marketing donc, et du management du marketing sur les campagnes inbound marketing. Donc, cette capacité à générer l'inbound marketing et donc des leads qualifiés va permettre de mesurer dans le temps la qualité de ces leads, la quantité de ces leads et l'orientation marché sur ces leads, c'est-à-dire de savoir à quel métier à quels utilisateurs vous vous adressez. Et donc, ce sera vraiment mesurable dans le temps. Et donc, si c'est mesurable dans le temps, on aura la possibilité
de déterminer plus facilement le ROI qui en découle. Est-ce qu'on signe un certain nombre d'affaires qui sont liées par rapport à un nombre de leads qualifiés qui ont donné lieu, par exemple, à des propositions ou des démonstrations ou des POC avant le closing. Donc, vous voyez que la démarche en termes de communication marketing est très différente. Elle est beaucoup plus en amont sur la partie on-premise, elle est beaucoup plus en amont sur les fonctionnalités, sur la notoriété d'entreprise. Elle va être beaucoup plus sur l'aspect usage et métier lorsqu'on va être en mode SaaS et sur la prise de commande, puisqu'on va pouvoir mesurer tous ces indicateurs en fonction, y compris sur des aspects freemium, l'accès à l'application. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur la communication. Sur les actions commerciales elles-mêmes. Alors, sur les actions commerciales, elles sont très, très différentes entre le mode on-premise et le mode SaaS. D'abord, sur le mode on-premise, pour les commerciaux, les risques perçus sont très importants. Pourquoi ils sont importants? Bon, d'abord, on va passer de la vente de produits à la vente de services avec le SaaS. Donc là, on est vraiment sur la vente de produits. Le risque perçu est important parce que l'engagement dans le temps est plus important. Il y a vraiment un risque de dépendance, il y a un risque de non-performance et il y a, dans le risque perçu du client, la perte de compétences. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des services qui vont voir leur méthode modifiée et donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir des freins à l'implémentation de l'application? Donc, ces risques perçus sont plus importants. Le cycle de vente va donc forcément être un petit peu plus long à cause des risques perçus, tout simplement. Il va falloir valider les étapes à l'interne auprès des utilisateurs, mais également auprès des décideurs et du DSI. Regarder les aspects d'intégration. Il va falloir valider par un POC peut-être les usages qui vont en être faits. Donc, le risque est forcément d'avoir un cycle de vente qui va être de plus en plus long. Il n'est pas rare d'avoir des cycles de vente qui sont supérieurs à 1 an dans le on-premise. La prise de revenu, par contre, va être plus importante. On va, lorsque vous allez engager une affaire, bien entendu, avoir un engagement avec un achat de licence. Donc, le revenu est plus important à ce moment-là, dès le départ. Mais la vente de service va être plus challengée, c'est-à-dire que la partie audit, analyse, implémentation, déploiement, accompagnement va forcément être plus complexe à mettre en œuvre et elle va être plus longue et donc plus challengée en termes de pricing avec le client. Donc, tout ça va amener forcément un cycle de vente plus long. Il va falloir effectivement valider l'intégration en interne et valider, par exemple, la pérennité avec l'éditeur dans le temps. Sur le mode SaaS, on a moins de personnes à convaincre puisqu'on s'adresse aux utilisateurs qui sont concernés. Et donc, on va avoir là plus de facilité à démarrer éventuellement sur un périmètre plus restreint de l'application. Donc, la DSI étant moins impliquée, le périmètre de consultation étant plus restreint, ça va être plus facile. Le client va avoir une capacité à essayer sans risque. Donc, on n'a plus le risque de dépendance, de non-performance, etc. dans le temps, puisque l'abonnement peut être arrêté à tout moment. Et donc, on va limiter les impacts sur l'infrastructure également, puisqu'on n'a pas d'impact sur l'infrastructure, sachant que c'est vous qui proposez cette prestation-là. On va donc avoir un cycle de vente en principe plus rapide, sur lequel la mise en œuvre de l'application va permettre de signer plus rapidement. Par contre, sur la version SaaS, en mode commercial, il sera indispensable de suivre l'abonnement de l'usage à cause du churn, comme on l'a vu tout à l'heure, permettre d'adapter le périmètre fonctionnel aux besoins de l'entreprise ou à sa croissance. Donc, cette démarche va nécessiter la mise en place d'un suivi de l'utilisation que fait le client de son application. Et il va donc falloir, ça va permettre de faire de l'upsell, du cross-sell et de s'assurer que le client est dans une bonne démarche d'utilisation. Et bien entendu, dans une offre SaaS, il est absolument nécessaire d'avoir une vision sur son portefeuille de clients et d'abonnements pour manager l'abonnement avant son échéance. C'est-à-dire proposer des services complémentaires, s'assurer de la reconduction de l'abonnement, éventuellement travailler sur de l'upsell à ce moment-là, etc. Donc, cette démarche est une vraie démarche, un processus à mettre en place dans l'entreprise qui va vous permettre d'augmenter vos ventes ou de compléter les activités chez chacun de vos clients. Donc, cette organisation, elle est à mettre en place. Voilà pour les actions commerciales, ce que l'on peut en dire.
Je termine alors je vais terminer avant d'arriver jusqu'à la fin. On a à peu près fait le tour aujourd'hui, et bien entendu, on n'est pas rentré dans le détail, mais vous voyez qu'effectivement, pour conclure, il y a beaucoup de choses à comprendre pour commercialiser une offre SaaS et comment mettre en place des actions marketing qui sont pertinentes en fonction des activités de votre entreprise. Pour cela, nous proposons R2B des formations aux éditeurs de logiciels tout au long de l'année dans toutes les grandes villes. Sur Paris, bien entendu, Lille, Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence, Nice, Montpellier, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Donc, n'hésitez pas à regarder sur le site les différentes formations que nous proposons. Là, ce webinaire a fait appel à la partie stratégie marketing pour le positionnement de l'offre SaaS, et ce n'est vraiment qu'une petite partie de ce que vous pouvez voir pendant la formation stratégie marketing. Et puis, la partie commerciale de l'offre SaaS, elle est également abordée dans les techniques de vente complexe, ces deux formations sont faites sur 2 jours et elles sont entièrement financées par le FAFIEC à 100%. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site et regarder quelles sont les dates. Elles sont systématiquement prises en charge par le FAFIEC et les conditions de cette prise en charge sont assez souples. Voilà. Donc, il y a d'autres possibilités également de formation sur la partie marketing opérationnel. Mais là, ce webinaire a fait appel à principalement la partie de positionnement de l'offre et les techniques de vente. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je rappelle les prochains webinaires justement sur la partie marketing automation et on verra sur la partie commerciale comment accélérer le cycle de vente d'un logiciel. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous en avez, je suis à votre écoute. Je vais revenir sur éventuellement si vous avez des questions sur l'offre SaaS et l'offre on-premise. Voilà, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Alors, je coupe la webcam pour éviter voilà, le son. Je vais l'enlever, voilà. Absolument. Alors, pour la statistique, je suis une source Syntec sur les 250 éditeurs français, donc qui sont parfois également présents à l'étranger, mais ces statistiques sont basées sur les éditeurs français, absolument. Est-ce que vous m'entendez toujours? Là, je vois qu'il y a je vois qu'il y a pas mal de problèmes sur le son, donc j'espère que va bien. Vous pourrez de toute façon revoir ce webinaire à partir de la version enregistrée qui vous sera envoyée, et vous pouvez également télécharger le PowerPoint que vous avez vu en mode PDF. Voilà. Alors, une question sur le mode SaaS, même si c'est l'utilisateur qui est plus impliqué, quels sont les modes de proposition de l'offre de paiement privilégiés, achat en ligne, virement, etc. Alors, que dire là-dessus? Les modes de paiement de l'offre doivent être adaptés aux capacités de l'entreprise habituellement. Donc, ça, c'est un marché que vous devez connaître. L'achat en ligne, bien entendu, ça peut être du virement, mais en général, c'est la souscription en ligne. Et bien entendu, l'avantage du mode SaaS, c'est que vous pouvez souscrire directement en ligne et donc de souscrire au départ du service avant l'ouverture du service. Donc, c'est aussi un point important, c'est que dans cet aspect-là, vous financez votre BFR, puisque très souvent, les applications SaaS sont, en termes d'accès sont plus restreintes et donc plus petites en termes de budget. Ça vous permet de rentrer de la trésorerie plus rapidement et donc de pallier à ce problème de BFR au travers d'un achat en ligne. Alors, les 3 grands risques, pouvez-vous rappeler les 3 grands risques perçus par le client? Bien entendu, les risques principaux sont les risques de dépendance vis-à-vis de l'éditeur, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la dépendance? Eh bien,
c'est la dépendance en termes d'intervention sur l'application, en termes de prestations et de support, en termes d'évolution principalement de l'application. Est-ce qu'elle va évoluer comme l'entreprise l'imagine? Est-ce que demain, l'entreprise va pouvoir avoir de nouveaux services ou de nouvelles fonctionnalités? Donc ça, c'est le risque de dépendance. Le risque de non-performance, eh ben, c'est tout simplement le risque d'une performance qui n'est pas bien perçue à l'intérieur de l'entreprise, ou par des lenteurs ou par des fonctionnalités qui n'amènent pas grand-chose au processus de l'entreprise. Et puis la perte de compétences, c'est le troisième grand risque. Là, je réponds à Fanny. La perte de compétences, c'est le risque pour certains services de ne plus faire ce qu'elles font ou ce qu'ils font habituellement, c'est-à-dire de passer par des processus différents qui vont peut-être ne plus les concerner ou au contraire les concerner sur d'autres aspects. Donc, changer les habitudes tout simplement des clients, et vous savez que la conduite du changement est un point important. Donc, le risque, c'est ça. Est-ce que je ne vais pas perdre mes compétences en utilisant cette application? Qu'est-ce que je vais faire de plus? Est-ce que je vais être capable de le faire? Et globalement, est-ce que je n'ai pas un risque dans l'avenir en utilisant cette application? Pour la formation, alors, notre question de Mathieu. Pour la formation, c'est 2 fois 2 jours. Alors, non, la formation, alors, vente complexe, c'est 2 jours. Elle peut être faite en intra-entreprise ou en inter-entreprise. Donc, sur le site de R2B, vous avez toutes les dates qui sont prévues pour les inter-entreprises. Si vous voulez faire de l'intra, c'est-à-dire pour votre propre entreprise, c'est également pris en charge à condition d'avoir 4 salariés qui sont inscrits à la formation. Et c'est également 2 jours. Voilà. Pour les formations marketing, c'est également 2 jours, à l'exception de marketing opérationnel, où ça se déroule sur 2 jours plus un troisième. Voilà, donc c'est bien 2 jours par module, hein, mais ça, vous l'avez bien expliqué, Mathieu, sur le site. Corélise a une question sur le mode SaaS. Même si l'utilisateur qui est plus impliqué, quels sont les modes de proposition de l'offre de paiement? Donc ça, c'est ce que j'ai déjà répondu. Voilà, donc parfait. Je ne vois pas d'autres questions importantes pour l'instant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est simplement l'adapter. Hein, voilà, je crois qu'il y a eu pas mal de problèmes de son. Je suis vraiment désolé. Donc, n'hésitez pas à reprendre le webinaire en mode PDF ou en mode vidéo. Hein. Voilà, je pense que c'était surtout au tout début, le son saccadé, puisque c'était. Je vous tous et je vous donne rendez-vous donc à un prochain webinaire. N'hésitez pas à poser des questions également au travers du site R2B. Nous vous répondrons sur le sujet. Voilà, merci à tous. Donc, vous avez mon mail également sur le site R2B dans Vente Complexe. Donc, je m'appelle Pierre Chotti, n'hésitez pas. La vidéo va vous être envoyée, vous pourrez directement la révisualiser. Absolument. Merci pour et bonne journée également. Voilà, n'hésitez pas. À bientôt en tous les cas, à votre service. Et je vous dis à bientôt sur le prochain webinaire. Au revoir.